Bonjour et bienvenue à tous au webinaire organisé par l'INRS intitulé Bitume, comment améliorer la prévention de risques chimiques sur les chantiers de construction routière. Vous allez passer les prochaines 60 minutes en ma compagnie à découvrir les nouvelles avancées dans la prévention des risques chimiques associés à cette industrie. Permettez-moi d'abord de me présenter, Cosmin Patrașcu, expert conseil à l'INRS sur le risque chimique depuis 10 ans. J'ai eu en charge de différents projets, dont celui qui s'intitulait Bitume et prévention du risque chimique sur les chantiers de construction routière. Ce webinaire sera partagé en deux séquences. Une première, la présentation proprement dite sur 40 minutes, suivie de 20 minutes de questions-réponses, les questions que vous nous avez posées lors de votre inscription, qui ont été classées par thème. Afin de vous retrouver plus facilement, vous avez ici le sommaire de la présentation. Donc, nous allons commencer par quelques éléments de vocabulaire qui vont vous aider tout au long de la présentation. On va poursuivre par les dangers et l'exposition associée au bitume dans les travaux de revêtement routier. Nous allons poursuivre par les nouvelles méthodes d'évaluation de l'exposition par inhalation ou l'exposition cutanée. Ensuite, nous allons vous présenter les solutions de prévention et nous allons finir par les questions de la prévention dans l'avenir. À la fin, vous aurez bien sûr, comme je l'ai dit, la réponse aux questions que vous nous avez posées. Donc, avant de commencer, quelques éléments de vocabulaire, comme je vous l'ai dit. Le bitume, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Avant de parler aussi du bitume, parlons un peu du pétrole et de la pétrochimie. Lors de la transformation du pétrole, principalement lors de sa distillation, vous obtenez plusieurs produits qui sont connus, les différents gaz, butane, propane, les essences, le gasoil, le kérosène, le fluide lourd. Et parmi les produits les plus lourds qui sont obtenus à distillation sous vide sont le bitume, qui est un produit dérivé du pétrole. Un autre produit qui est utilisé dans la construction routière sont les fluxons. Les fluxons, c'est des produits pétroliers aussi obtenus à travers la distillation du pétrole, et eux, ils peuvent être associés aux huiles minérales. Maintenant, pour la construction routière, on n'utilise pas du bitume, mais un enrobé bitumineux, appelé aussi enrobé routier. Celui-ci, il est composé à 5 à 7% environ de bitume, et le reste, c'est des graviers. Vous avez aussi entendu parler de l'asphalte. L'asphalte, c'est du bitume, le même bitume, mais à des compositions plus importantes, de 7 à 10%, et des graviers plus fins ou du sable. Vous avez aussi entendu parler des membranes bitumineuses ou membranes d'étanchéité. Ces dernières sont faites aussi du bitume, le même, associé à un renfort pour lui donner une structure. À ne pas confondre tout ce qui vient de la pétrochimie avec ce qui vient de la carbochimie, donc de la transformation du carbone. Quand on utilisait beaucoup le carbone afin d'obtenir des produits chimiques, on obtenait aussi du goudron de houille et aussi des fluxons houillés. Ces deux derniers ont été utilisés dans la construction des routes, donc dans la création d'un revêtement routier, mais qu'on appelle goudron routier, car on l'utilisait dans les mêmes proportions du goudron ou du fluxon avec des graviers pour la fabrication des routes. Mais ces deux derniers, le goudron de houille et les fluxons houillés, ont été abandonnés à cause de leur dangerosité, progressivement au cours du XXe siècle. Précisément, à partir de 1993, le goudron de houille n'est plus utilisé pour la construction routière. Et à partir de 2005, les fluxons houillés ne sont plus utilisés pour la construction routière. Donc, dorénavant, nous allons parler de bitume, de revêtement routier ou revêtement bitumineux. Avant d'aller plus loin, vous allez avoir quelques éléments de comment on construit proprement dit la route et surtout la couche de roulement, dans la dernière partie où les revêtements routiers et les revêtements bitumineux sont utilisés. L'élément principal, c'est le finisseur. C'est un genre de chantier jaune qui est sur l'image. C'est lui qui est au centre de la construction du revêtement routier. En fait, l'enrobé routier est ramené par un camion à l'avant du finisseur. Il est déposé dans la trémie. Je ne sais pas si vous voyez ma souris.
Cet enrobé routier est après amené à l'arrière du finisseur au niveau de la vis de répartition. Et comme son nom l'indique, la vis va repartir l'enrobé sur toute la largeur de la route, suivi par la table vibrante, table qui va comprimer le revêtement. Deux des opérateurs principaux lors de cette pose de l'enrobé sont le conducteur de finisseur et les opérateurs à pied qui, eux, peuvent ou régler la table du finisseur ou travailler sur les imperfections du revêtement. Voilà. Maintenant que vous avez les éléments principaux nécessaires au reste de la présentation, passons à la question que tout le monde s'est posée. Quel est le danger associé au bitume ou au revêtement routier? Le bitume ou le revêtement routier ne sont pas classés par le CLP, le CLP étant le règlement officiel européen pour le classement des produits chimiques dangereux. En revanche, lors de sa pose, le bitume, surtout l'enrobé bitumineux, est chauffé à des températures qui peuvent aller de 130 à 180 degrés. Et lors de cette chauffe, il y a des fumées qui se dégagent. Alors que le classement officiel du CLP, lui, il est fait à température ambiante, il est fait à froid. Et donc, lors de sa mise en œuvre, les opérateurs peuvent être exposés aux fumées de bitume. Est-ce que ces fumées de bitume sont dangereuses? Elles peuvent contenir des substances dangereuses comme des hydrocarbures aromatiques, des hydrocarbures linéaires, des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres combinaisons d'hydrocarbures. La conclusion de l'étude de l'ANSES sur l'évaluation des risques associés au bitume et à ses dérivés conclut que ces derniers peuvent avoir des effets irritants ou peuvent avoir des effets cardiovasculaires et immunotoxiques. Des retours de terrain ont observé des effets sur les opérateurs, la toux, les maux de tête, la perte de l'appétit. Parallèlement, le CIRC, c'est le Centre international pour la recherche contre le cancer, classe l'exposition aux fumées de bitume lors des travaux de revêtement routier comme possiblement cancérogène pour l'homme, catégorie 2B. Donc, au vu de tous ces éléments, on peut dire que les fumées de bitume ou l'exposition lors de la pose des enrobés bitumineux ou des enrobés routiers comportent un danger. Mais on le sait très bien que même s'il y a un danger, s'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de risque. Donc, naturellement, vient la question de l'exposition. Est-ce qu'il y a de l'exposition aux fumées de bitume ou aux dérivés du bitume lors de la pose des enrobés routiers? Il y a deux voies principales d'exposition. Celle par inhalation, l'inhalation des fumées dégagées lors de la mise en œuvre des enrobés à chaud, et par contact cutané avec des surfaces souillées par le bitume ou ses dérivés, ou par transfert des polluants entre les vêtements et la peau, ou par condensation des fumées sur la peau. La troisième voie, par ingestion, ne sera pas prise en compte car elle est accidentelle dans ce cas. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler du projet national qui a commencé en 2012, qui a réuni plusieurs partenaires, le réseau prévention, donc les CARSAT, la CNAM, la CRAMIF, l'INRS, la GNMST-BTP, donc la médecine du travail associée aux travaux routiers, la profession avec le représentant Route de France et l'OPP-BTP. Leur but a été de travailler sur plusieurs sujets. Je ne vais pas les détailler tous. On va se concentrer sur celui qui concerne la présentation d'aujourd'hui. Ça veut dire l'exposition. Comme on savait qu'il y avait un danger, la question s'est surtout posée sur l'exposition aux fumées de bitume ou à ses dérivés sur les chantiers de revêtement routier. Avant de se demander à quoi on est exposé, on se pose aussi la question sur la composition du bitume. Vous avez ici quelques exemples des principales classes des produits qui se trouvent dans le bitume. Il y a des hydrocarbures linéaires, il y a des hydrocarbures cycliques, il y a des hydrocarbures aromatiques, il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou des combinaisons plus complexes. Le nombre de substances qui se trouvent dans un bitume s'élève au niveau de milliers.
dans ce slide, vous avez le chromatogramme d'un condensat de fumée de bitume. Dans le chromatogramme, les produits légers sortent rapidement et les produits lourds sortent de plus en plus tard. Comme vous pouvez l'observer, il y a, comme dans le bitume, dans les fumées, un nombre qui s'élève à des centaines, voire des milliers de produits. Et ici, vous avez en rouge les vapeurs et en bleu les particules. Donc, les fumées sont composées d'un mélange de vapeurs et de particules. Je vous ai présenté ça pour souligner la complexité et le nombre important des substances qui se trouvent dans les fumées de bitume. Toujours avant de se jeter dans l'évaluation de l'exposition, on s'est posé la question de l'existant, quelles étaient à l'époque les mesures pour évaluer l'exposition. Pour l'exposition cutanée, c'était très simple, il n'y en avait pas de mesures validées. Pour l'exposition par inhalation, il y en avait plusieurs méthodes de mesure existantes, mais elles étaient toutes critiquables. Il y avait la méthode proposée par le NIOSH, la 5042, qui ne prenait en compte que les particules et en plus utilisait comme solvant d'extraction le benzène, produit cancérigène. La méthode proposée par les Allemands, l'IFA 6305, c'est une méthode qui, lors de l'analyse, ne mesure que les hydrocarbures linéaires, elle ne prend pas en compte les hydrocarbures aromatiques. Il y avait une méthode proposée par l'ACGIH, méthode qui, d'un côté, n'a pas été validée, et d'un autre côté, elles utilisaient des solvants chlorés difficiles à manipuler lors de l'extraction. Après, il existait aussi d'autres méthodes qui étaient des méthodes spécifiques à un seul produit ou à un groupement de produits, mais qui ne prenaient surtout pas en compte toute la complexité de la composition du fumet de bitume. Dans le même esprit, avant d'évaluer cette exposition, on s'est aussi posé la question des données existantes. Vous avez sur ce slide une extraction de l'exploitation des données, des bases de données du réseau prévention sur les mesures faites dans les chantiers de revêtement routier entre 1986 et 2012. Sur votre gauche, vous avez ici les valeurs obtenues pour le benzoapyrène. Le benzoapyrène est le marqueur cancérigène généralement utilisé pour évaluer l'exposition au goudron houillé ou au fluxon houillé. Dans le cas des fumées de bitume, les valeurs s'élèvent alors de 4 nanogrammes par mètre cube pour une valeur limite proposée à 150 nanogrammes. Donc des valeurs qui sont très basses, qui sont proches, par exemple, des valeurs obtenues lors des mesures faites sur un périphérique parisien. Une autre valeur qui a été mesurée, une autre substance qui a été suivie, c'est le pyrène, avec des valeurs entre 30 et 40 nanogrammes par mètre cube, mais pour ce dernier, il n'y a pas de valeur limite, il n'y a pas de valeur seuil. Notre première conclusion était que les produits qui étaient suivis à l'époque n'étaient pas représentatifs de l'exposition au fumet de bitume. D'autres organisations ont fait des mesures. Je vous présente ici un extrait. C'est un autre organisme qui a fait une campagne de mesure en 2014 en 2015, toujours à la recherche d'un seul produit pour évaluer l'exposition au fumet de bitume. Au centre, vous avez les mesures, les valeurs des mesures qu'ils ont fait pour le benzoapyrène, donc le fameux marqueur pour les effets cancérigènes. Et le maximum qu'ils ont obtenu s'élève à 8% de la valeur limite. Donc, ce qui veut dire que c'est des valeurs qui sont très faibles, qui ne donnent pas d'indication précise sur l'exposition globale. Ils ont aussi mesuré pas un HAP, le benzoapyrène, mais plusieurs HAP, les 16 HAP. Là, les valeurs obtenues sont, pour tous les HAP, les 16 qu'ils ont mesurés, de 1 mg par mètre cube pour un seul qui a une valeur limite qui est à 50 mg par mètre cube. Donc, pareil, des valeurs qui sont très basses. Une autre approche qui a été, au lieu de mesurer la concentration des produits dans l'atmosphère, c'est de mesurer la concentration des produits dans le corps humain, qui prend en compte les deux voies d'exposition, l'exposition par inhalation et l'exposition cutanée. Donc, ça a été de mesurer les concentrations de l'indicateur biologique du benzoapyrène dans le corps humain. Les valeurs qu'ils ont obtenues, c'est de l'ordre de 0,17 nanomol par litre pour une valeur limite qui est à 0,4 nanomol par litre.
Au vu des données existantes à l'époque, plusieurs conclusions ont été tirées. La première, c'est que généralement, on mesure un produit ou une classe de produits pour une exposition à des centaines, voire des milliers de produits. La deuxième conclusion a été que les valeurs mesurées, quand on ne mesure qu'un produit, c'est que les valeurs sont largement inférieures aux limites d'exposition professionnelle quand elles existent, ou aux limites proposées, ce qui peut créer une fausse impression de sécurité. Et aussi, le fait de mesurer qu'un produit, on ne prend pas en compte la synergie qui peut exister entre les différents produits auxquels nous sommes exposés. Et donc, naturellement, on se dit que les méthodes existantes ne sont pas adaptées pour prendre en compte l'exposition au fumet de bitume. Et donc, il était nécessaire à l'époque d'avoir une méthode qui prend en compte la globalité de l'exposition. Et donc, par la suite, vous allez voir l'historique du développement de la méthode d'exposition globale au fumet de bitume qui a été développée par l'INRS et ses partenaires. Afin de développer cette méthode, nous avons d'abord fait évoluer notre équipement de laboratoire, qui vous l'avez présenté ici. Donc, sur votre gauche, vous avez ce qu'on appelle la chambre de génération. Cette chambre permet de faire chauffer du bitume et de produire des fumées dans des conditions contrôlées, de température, d'humidité, de flux d'air, ce qui nous permettra, ou ce qui nous a permis en fait, de comparer différents bitumes et différentes productions de fumée de bitume dans les mêmes conditions. Associé à cette chambre de génération de fumée de bitume, vous avez la chambre d'exposition qui est présentée dans la photo sur votre droite. Donc, cette chambre de génération prélève les fumées produites dans les mêmes conditions et permet de tester différents systèmes de prélèvement ou différents solvants d'extraction afin de choisir le meilleur. Donc, avec ce système-là, nous avons testé tous les bitumes de grade 35-50 qui sont utilisés en France. Donc, à partir de ces bitumes, nous avons produit des condensats de bitume et nous avons prélevé la même quantité de condensats de bitume de tous les bitumes du même grade utilisés en France et nous l'avons passé dans un chromatographe. Vous avez ici sur ce graphe le chromatogramme de ces différents fumées de bitume, sachant que c'est le même grade et c'est la même quantité de bitume qui a été analysée. Comme vous pouvez l'observer, la composition des fumées de bitume varie d'une fumée à une autre, d'un bitume à une autre, même si c'est le même grade, même si c'est la même quantité. Ce qui renforce notre approche globale, car imaginez si vous choisissez un traceur qui sort à 220 degrés dans le chromatogramme. Vous pouvez changer de bitume et avoir l'impression d'avoir baissé ou multiplié l'exposition par 10, alors que l'opérateur est exposé à la même quantité de fumée. Donc, pour cette raison-là, nous avons développé un cahier de charge pour cette méthode, qui est d'avoir une méthode d'évaluation globale qui ne sera pas basée sur un seul marqueur. Elle prendra en compte les particules et les vapeurs, et elle sera valable et étalonnée, quel que soit le bitume utilisé. Comme vous avez pu le voir sur le slide précédent, les bitumes donnent des réponses différentes. Cette méthode utilisera des techniques et du matériel disponible et connu, classique. Elle pourrait être mise en œuvre rapidement et simplement, quel que soit le laboratoire. Et la gamme de travail sera de quelques dizaines, enfin inférieure au milligramme par mètre cube, jusqu'à quelques dizaines de milligrammes par mètre cube. Nous l'avons aussi validé selon les protocoles français et normatifs français et européens. Pour ceux qui sont intéressés sur ce slide, vous avez les normes qui ont été utilisées pour valider cette méthode. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Passons à la méthode proprement dite. Elle s'appelle la méthode Métropole M2. Vous avez sur votre gauche une photo du système de prélèvement qui est composé d'une cassette pour les particules avec un filtre, d'un filtre à vapeur qui est un polymère et la pompe. La nouveauté de cette méthode, c'est que la cassette qui a été choisie avec le système au laboratoire, c'est celle qui absorbe le moins de particules, donc toutes les particules se retrouvent sur le filtre, ce qui veut dire que le prélèvement
est très proche de l'exposition réelle pour les particules. On a aussi un tube à polymère à 2 étages qui permet de valider le claquage ou non du filtre à la fin de la mesure. Un solvant d'extraction, nous utilisons le N-heptane, produit qui est beaucoup moins dangereux que le benzène et beaucoup plus facile à manipuler que les solvants chlorés. Et surtout, la méthode, nous l'avons validée sur tous les bitumes 3550 utilisés en France, au laboratoire et sur le terrain. Le principe de fonctionnement de la méthode, vous avez ici un rose, le symbole des fumées, donc, qui est composé des particules, des petites bulles et des vapeurs, le reste. Et la méthode qui est composée d'un filtre à particules et un filtre à vapeur. Donc, les fumées passant dans le filtre, les particules s'arrêtent sur le premier filtre, le deuxième s'arrête sur le filtre à vapeur, enfin les vapeurs c'est sur le filtre à vapeur. Les deux sont pesés et après extraits avec le solvant, le N-heptane, et le tout est analysé pour avoir la quantité totale de produit. Avoir une méthode, c'est bien, mais l'utiliser, c'est mieux. Donc, nous avons pris cette méthode et nous l'avons déployée sur 2 campagnes de mesure en 2014 et 2015 pour avoir d'abord une carte de l'exposition sur le territoire français, mais avoir aussi les niveaux de l'exposition dans ce métier en France. Donc, nous avons évalué 45 chantiers, nous avons fait plus de 300 mesures. La moyenne géométrique de toutes ces valeurs est d'environ 0,5 mg par mètre cube. Mais je précise, il n'y a pas d'effet sur la santé associé à cette valeur. Mais ce qui est plus important, c'est que l'écart type géométrique est le 2,38, qui est très important, ce qui montre qu'il y a beaucoup de variations entre les chantiers. Comme vous le savez, donc, il n'y a pas de valeur limite d'exposition professionnelle associée à l'exposition globale aux fumées. Il n'y a pas d'effet sur la santé associé à cette méthode. En revanche, avoir des valeurs, c'est bien, les interpréter, c'est mieux. Donc, ensemble, et ça c'est très important, avec nos partenaires de la Direction générale du travail, la profession, la CNAM, les CARSAT, la CRAMIF, l'INRS, l'OPP-BTP, nous avons défini une grille d'interprétation des valeurs obtenues avec cette méthode. Et donc, nous avons dit que pour des valeurs inférieures à 1 mg par mètre cube, l'émission des fumées, elle est contrôlée. Pour des valeurs entre 1 et 1,6 mg par mètre cube, l'efficacité des moyens de prévention est à améliorer. Et pour des valeurs supérieures à 1,6 mg par mètre cube, l'efficacité des moyens de prévention sur le chantier est insuffisante. Donc, comme vous avez pu le voir, l'approche a été technique, ce qui est techniquement possible aujourd'hui à faire avec les moyens de prévention existants. Ainsi, on peut espérer que ceux qui sont exposés à des valeurs supérieures à 1,6, qui peuvent aller jusqu'à 4, peuvent s'approcher de la majorité qui sont exposés à des valeurs inférieures à 1 mg par mètre cube. Je vous rappelle que la moyenne est à 0,5. Donc là, vous avez vu les travaux qui ont été faits pour développer une méthode d'évaluation de l'exposition par inhalation. Nous allons par la suite voir les travaux qui ont été faits pour développer une méthode d'évaluation de l'exposition cutanée. Comme vous le savez déjà, il n'y avait pas de méthode d'exposition cutanée qui était validée ou qui était acceptée pour évaluer l'exposition aux fumées de bitume ou à ses dérivés sur la peau. Donc l'approche qui a été choisie à l'époque a été de faire une approche ergonomique qui passe par l'observation, par la vidéo, par des entretiens individuels ou des entretiens groupés, en utilisant les supports vidéo qui ont été faits des travaux sur le chantier ou des entretiens, et pour finir par des échanges entre les opérateurs, l'encadrement, accompagné par des ergonomes. L'objectif était de comprendre pourquoi et comment les opérateurs sont exposés à des surfaces souillées par du bitume et ses dérivés. Par la suite, on va vous montrer quelques exemples des résultats de l'étude. Ici, vous avez un tableau des scores de fréquence de contact entre des surfaces possiblement souillées et la peau. Bon, sans surprise, les surfaces les plus souvent touchées sont les outils et le panneau de commande du finisseur. Un autre exemple de résultat, vous avez ici des scores de fréquence entre le contact de la peau et des surfaces possiblement souillées pour 2 étapes, l'étape d'attente et l'étape de travail.
j'attire l'attention sur la partie orange, qui est le contact avec les outils, ceux qu'on sait maintenant qui sont le plus fréquemment touchés et qui sont possiblement souillés, entre le travail et la phase d'attente. On voit bien que dans la phase d'attente, ce contact est multiplié par 2, voire par 3. Notre conclusion a été que lors du travail, les consignes sont respectées, alors que lors de l'attente, n'étant plus une phase de travail, les consignes de prévention données sont moins respectées. Un autre exemple de résultat, c'est une méthode exploratoire pour évaluer la quantité des produits qui peuvent se déposer sur la peau, qui a été de demander aux opérateurs de porter un sous-gant en coton comme une deuxième peau lors de leur activité. Ce sous-gant a été par la suite retiré et analysé. Donc, nous avons extrait tous les produits qui s'étaient déposés sur ce sous-gant comme s'ils s'étaient déposés sur la peau. Vous avez dans le tableau sur votre gauche les valeurs obtenues en milligrammes des hydrocarbures totaux, comme dans le cas des fumées, qui ont été extraits. Pareil, sans surprise, le conducteur de finisseur est beaucoup moins exposé par la peau que les opérateurs qui sont à pied. La conclusion de l'approche ergonomique a été que l'acceptation des équipements de protection individuelle doit passer par des échanges entre l'encadrement et les utilisateurs. La perception du risque varie, ça veut dire que le risque routier, le risque d'écrasement, il est existant, alors que le risque chimique est très peu mentionné, alors qu'ils ont un comportement protecteur envers leur famille quand ils rentrent chez eux. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas se laisser toucher avant de se changer, avant de se laver, ce qui nous a poussé à croire que dans leur subconscient, le risque chimique, il existe, mais il n'est pas verbalisé. Et nous avons aussi créé un nouveau outil pour aider à diminuer l'exposition cutanée, qu'on appelle la méthode psychoergonomique, qui passe donc par des séquences vidéo, donc l'observation du terrain, par de la métrologie. Ensuite, avec ces deux éléments, on fait des confrontations collectives avec les opérateurs et avec l'encadrement. En plus, avec les scores d'exposition, on peut créer des scénarios d'exposition probables qui seront mis en échange, donc avec les opérateurs et l'encadrement, pour conduire à des solutions de prévention nouvelles qui sont adaptées à cette équipe-là ou à ce terrain-là. Donc, au début de la présentation, vous avez vu qu'il y a des dangers qui sont associés aux fumées de bitume ou à la pose de revêtements routiers à chaud. Vu que c'est des centaines, voire des milliers de compositions, la définition précise du danger est difficile, mais nous savons qu'il existe. Par la suite, vous avez vu le développement des méthodes d'évaluation de l'exposition et vous avez vu qu'il y a de l'exposition. Donc, il y a un danger, il y a une exposition, il y a un risque. Donc, quand il y a un risque, il faut mettre en place des solutions de prévention. Travailler pour le danger, vous le savez, c'est difficile. Donc, nous avons principalement travaillé sur la diminution de l'exposition, qui va diminuer le risque. C'est des solutions existantes, c'est l'évolution des solutions existantes ou des solutions nouvelles qui ont été développées par l'ensemble des partenaires, comme je l'ai dit, l'INRS, le réseau prévention, la profession, la direction générale du travail, l'OPBTP, la médecine du travail associée à cette industrie. Premièrement, utiliser des enrobés tièdes. Elles permettent de diminuer généralement d'un tiers l'exposition possible. Respecter les consignes de température de travail, car augmenter de 10 degrés la température d'un enrobé double la production des fumées. Utiliser des finisseurs équipés avec des systèmes de captage. Ils permettent de diminuer de 50% l'exposition possible. Il faut que ces systèmes aient une efficacité supérieure à 80% lors des tests selon le protocole NIOSH 87-105. Et accessoirement, utiliser aussi un pare-brise qui va permettre la diminution de l'exposition du chauffeur de finisseur lors du déchargement du camion de l'enrobé. Un grand classique, bien sûr, utiliser des équipements de protection, des vêtements couvrants qui vont protéger la peau en entier, des gants, des lunettes. En plus de protéger la peau du bitume et ses dérivés, les vêtements couvrants aussi protègent du rayonnement UV solaire. Un autre grand classique, l'hygiène. Le lavage des mains avec un savon approprié avant chaque pause ou à la fin du poste.
changer des vêtements, car le bitume ou ses dérivés qui sont déposés sur le vêtement peuvent être transférés sur la peau. Nettoyer régulièrement les vêtements pour la même raison. Les salissures qui se déposent sur le vêtement, avec le temps, elles peuvent se déposer sur la peau. Pour les chantiers semi-fermés, ça veut dire les parkings souterrains, les tunnels, utiliser des ventilations efficaces qui empêcheront l'accumulation des polluants. Pour l'anticollant et le débituminant, qui est souvent utilisé sur le chantier, qui est un autre produit chimique présent sur les chantiers de revêtement routier, utiliser des produits non dangereux, surtout ne pas utiliser le gazole ou le fioul, c'est des produits qui sont classés cancérigènes, et ne pas l'utiliser pour le lavage des mains, car il va enlever la couche de graisse protectrice et va rendre vos mains plus sensibles aux agressions des produits chimiques présents sur le chantier. Donc, vous avez vu quels sont les conseils qui sont donnés aujourd'hui pour la prévention de risques chimiques sur les chantiers de revêtement bitumineux. La question se pose, de quoi sera faite la prévention demain? On espère qu'on aura des solutions de prévention efficaces qui vont limiter de plus en plus le risque. En ce qui concerne les fumées de bitume, les enrobés tièdes vont se généraliser. Aujourd'hui, on a l'air de quelques pourcents, peut-être 10%, et l'augmentation d'année en année, c'est de quelques pourcents. On espère arriver à 30%, 50%, 70%, qui est la limite de ce qui est techniquement possible de faire avec les enrobés tièdes. Mais comme vous avez vu, c'est une solution. Le captage des fumées sur les finisseurs. Aujourd'hui, peut-être la moitié des finisseurs sont équipés de systèmes de captage. On espère que demain, tous les finisseurs seront équipés de systèmes de captage qui permettent de diminuer par 2 l'exposition possible. La maîtrise des températures des enrobés. Comme vous l'avez vu, elle permet de diminuer l'émission des fumées et on espère que demain, les températures de consigne seront tout le temps acceptées. Et après, avec l'expérience du terrain, on pourra peut-être trouver d'autres solutions pour diminuer l'exposition fumée de bitume. En ce qui concerne l'exposition cutanée, avec l'étude qu'on a faite, on espère arriver à avoir une méthode pour évaluer l'exposition cutanée. Avec cette méthode, en l'utilisant, on espère identifier quelles sont les pratiques les moins exposantes pour avoir des chantiers de plus en plus propres, donc qui vont limiter l'exposition cutanée. Afin d'argumenter ces propositions, je vous propose quelques extraits de l'interprétation des campagnes faites avec cette nouvelle méthode. Vous avez ici un tableau dans lequel on a mis l'exposition des opérateurs sur les chantiers qui utilisent des enrobés tièdes comparé à l'exposition des opérateurs sur des chantiers qui utilisent des enrobés chauds. Comme vous pouvez le voir, sur le chantier de l'exposition est moyenne à 0,54 par rapport au chantier qui est chaud, qui est en moyenne à 0,74. Donc, l'utilisation de bitume tiède diminue de 30% l'exposition des opérateurs en moyenne. Sur cet autre tableau, vous avez l'exposition des opérateurs aux fumées de bitume sur les chantiers qui utilisent un finisseur muni d'un système de captage des fumées comparé à des chantiers qui utilisent des finisseurs sans système de captage de fumée. Les valeurs pour ceux qui ont un finisseur avec un système de captage, ce sont de 0,43 mg par mètre cube, comparé à ceux qui n'en ont pas de captage sur le finisseur qui sont à 0,96 mg par mètre cube. La présence d'un système de captage permet de diminuer par 2 l'exposition possible des opérateurs. Vous avez ici une photo des travaux faits par l'INRS avec son homologue américain, le NIOSH, pour faire évoluer ce système de captage des fumées. Ensemble, avec les autres partenaires, nous avons défini un cahier de charges précis pour les systèmes de captage. Il faut qu'il y ait une efficacité supérieure à 80%. Il faut que le bruit dû au système de captage soit de 1-2 décibels maximum. Il faut qu'il y ait peu d'encombrement. Il fait que le système de captage ait la même robustesse que la vie du finisseur. Le rejet de fumée doit être long des opérateurs et on conseille aussi d'avoir un écran et un pare-brise. Ce protocole-là sera inscrit dans la norme ISO
sur la sécurité des finisseurs 20500-5. Sur ce graphe-là, vous avez la distribution des valeurs d'exposition obtenues lors de la campagne 2014-2015. Comme vous pouvez le voir, 90% des opérateurs sont exposés à des valeurs inférieures à 1 mg par mètre cube. 90% des opérateurs sont exposés à des valeurs inférieures à 1,6 mg par mètre cube. Les opérateurs exposés entre 1,6 mg par mètre cube et 4 mg par mètre cube ne représentent que 10% de la population. L'idée, c'est avec les conseils de prévention donnés, espérer amener les 10% les plus exposés au niveau des 90% des expositions. Ainsi, donc avec les moyens techniques existants et réels, on peut diminuer l'exposition. Et on espère que si on ferait cette campagne de mesure dans 5 ans, la courbe serait différente et elle s'arrêterait au niveau des 90% les plus exposés. La présentation est finie. Nous allons passer aux réponses aux questions que vous avez posées, qui sont regroupées par thème. Première question, y a-t-il une limite d'exposition professionnelle pour les fumées de bitume? La réponse est non. C'est rare qu'il y ait des limites d'exposition pour des mélanges de produits aussi riches, aussi complexes. En revanche, il y a des limites, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour certains produits qui se trouvent dans les fumées de bitume, mais elles sont rarement conseillées car, comme vous avez vu, il y a des centaines et milliers de produits à des concentrations très faibles. Donc, si vous en cherchez qu'un, vous allez être largement au-dessus de la limite, de la valeur limite d'exposition professionnelle. En revanche, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir, nous avons défini une grille d'interprétation associée à cette méthode qui permettra, avec ce qui est techniquement possible aujourd'hui, donc avec les moyens de prévention existants, de limiter l'exposition ou d'évaluer la pertinence des solutions de prévention sur les chantiers. Une autre question est quels sont les indicateurs biologiques d'exposition au bitume? Il n'y a pas d'indicateur biologique pour évaluer l'exposition globale au bitume ou plutôt aux fumées de bitume. Il y a des indicateurs biologiques pour le pyrène, il y a des indicateurs biologiques pour le benzoapyrène. Donc, généralement, on ne conseille pas la mesure d'un indicateur biologique pour évaluer l'exposition de l'opérateur aux fumées de bitume. Comme pour les valeurs de limite d'exposition professionnelle, il s'agit de centaines de produits, voire de milliers de produits à des différentes compositions qui en plus varient entre elles. En revanche, les indicateurs biologiques peuvent être pertinents dans des cas particuliers. Disons, sur un chantier où les températures sont très importantes. Comme vous l'avez vu, tous les 10 degrés, je multiplie par 2 l'exposition. Donc, pour des valeurs qui sont généralement 10 à 100 fois inférieures au VLEP, dès que j'augmente la température de 30-40 degrés, les indicateurs d'exposition biologique pour le benzoapyrène peuvent être adaptés. D'autres cas particuliers, c'est des chantiers semi-fermés qui sont mal ventilés ou des chantiers dans lesquels l'opérateur est très proche de la source d'exposition. Là, peut-être, déjà l'exposition aux fumées sera très importante et en plus, les indicateurs biologiques pour le benzoapyrène, donc qui est l'indicateur de l'effet cancérigène, pourraient être pertinents. Mais généralement, ils ne sont pas pertinents. Une autre question, quels sont les équipements de protection individuelle adaptés? Donc, dans le réseau prévention et aussi avec nos partenaires, la profession, la DGT, l'OPETP, nous privilégions les solutions de protection collective. Donc, captage des fumées sur les finisseurs, emploi des enrobés tièdes, maîtrise des températures, respect des températures de consigne, ainsi de suite. Les équipements de protection individuelle viennent dans un deuxième temps. Mais il y a des équipements qui sont conseillés sur les chantiers de revêtement routier, à savoir les vêtements couvrants, car c'est ce qui protège le mieux contre le contact cutané. Et en plus, il protège aussi contre le rayonnement UV solaire.
Les autres équipements de protection individuelle devront être décidés de commun accord avec les utilisateurs, car dans le cas de la pose des revêtements routiers, en plus du risque chimique, il y a aussi le risque de brûlure qui existe. Et donc, il y a des gants qui peuvent protéger contre la chaleur ou il y a des gants qui peuvent protéger contre le risque chimique. C'est rare qu'il y ait les deux. À choisir avec les opérateurs, qu'est-ce qui leur convient le mieux? Est-ce qu'ils arrivent à mieux se protéger par eux-mêmes contre le risque de brûlure? Et du coup, on va utiliser un gant qui va protéger contre le risque chimique, ou ils arrivent à mieux gérer le risque chimique. Du coup, on va utiliser un gant qui va protéger contre la chaleur. Ou après, il y a des gants qui peuvent faire les deux, mais c'est des gants qui perdent en sensibilité. Donc, il faut que les opérateurs les acceptent. Question numéro 4. Quels sont les risques lors du retrait d'un rebelle routier? Nous avons décidé de garder cette question, car même si elle n'est pas liée à la présentation, qui est le risque chimique de la pose des revêtements routiers, qui est axé sur les fumées de bitume, sur le bitume à chaud, sur l'enrobé à chaud. Alors, je souhaitais répondre aussi à cette question. Donc, quand vous allez retirer les revêtements routiers, l'enrobé n'est plus chaud, donc il n'y a pas de fumée de bitume. En revanche, il peut avoir du bitume à l'état particulier, donc aérosol solide, et les HAP les plus dangereux, comme le benzoapyrène, c'est des HAP qui se trouvent à l'état solide. Et donc, il y a eu des cas où, lors du retrait des revêtements routiers qui ont été faits manuellement, donc avec une disqueuse manuelle, l'exposition au benzoapyrène a été beaucoup plus élevée, proche de valeurs limites proposées. Donc, attention, pour des cas particuliers, lors du retrait du revêtement, vous pouvez être exposé à des produits chimiques comme le benzoapyrène. Maintenant, on peut s'imaginer le retrait mécanisé fait avec des raboteuses. Dans ce cas-là, les opérateurs sont loin de l'endroit où le produit est retiré. Il n'y a pas de fumée de bitume. En revanche, il y a émission de poussière. Et en fonction de la composition des granulats qui se trouvent dans le revêtement qu'on va retirer, l'exposition à de la silice, surtout à de la silice cristalline, peut être importante, voire dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle. Pour ça, nous avons travaillé en parallèle sur des systèmes de captage des poussières sur les raboteuses et qui ont été publiés dans des documents INRS. Et on travaille comme pour les finisseurs au niveau de la normalisation afin d'inclure dans le standard qui décrit la sécurité des raboteuses les systèmes de captage. En plus, pour ceux qui veulent connaître les conseils du groupe pour la prévention du risque lors du retrait de revêtements routiers, l'INRS et ses partenaires, le PVTP, la DGT, Route de France, CRAMIF, ont publié un recueil de conseils qui est disponible sur le site de Route de France, sur le site de la Direction générale du travail ou sur le site de l'INRS pour ceux qui veulent en savoir plus. Quels sont les risques? Il y a une coexposition bitume, plutôt on va dire fumée de bitume, et UV solaire. À notre connaissance, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a une synergie entre les fumées de bitume et le rayonnement UV solaire sur les chantiers de revêtement bitumineux. Il y a eu des recherches, mais il n'y a pas de conclusion pour l'instant. En revanche, comme vous l'avez vu lors de ma présentation, le fumet de bitume est dangereux. Vous le connaissez peut-être déjà, les UV solaires sont dangereux pour la peau. Donc, qu'il y ait une synergie ou pas, notre conseil, c'est de vous protéger contre ces deux sources de danger. Et la solution pour les deux est principalement vêtements couvrants. À la fin de la présentation, nous allons vous montrer quelques produits faits par l'INRS ou faits par l'INRS et ses partenaires pour en savoir plus. Vous avez deux brochures éditées ensemble qui recueillent les conclusions qui vous ont été présentées, conclusions qui représentent le consensus du réseau prévention, de la Direction générale du travail,
de la profession, de l'OPVTP, de l'INRS. Ils sont disponibles en téléchargement libre sur le site de l'INRS, la ED 6300 et la ED 6301. Une qui recueille les conseils appliqués sur les chantiers, l'autre qui recueille les conseils pour les entreprises. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ils ont le choix entre un article dans Travail et Sécurité qui présente un chantier où les conseils faits par le consensus entre la profession, la prévention, la DGT ont été mis en place. Vous avez aussi un document dans Hygiène et Travail et Sécurité, travaux de renouvellement routier, des multiples risques à prendre en compte. Celui-ci présente l'intégralité du projet avec les différents tenants et aboutissants. Et vous avez aussi le dossier web bitume. Celui-ci recueille les connaissances sur le bitume actuellement et aussi les liens sur les différentes publications existantes. Donc, vous pouvez aller sur le site INRS pour voir ces produits, pour aussi télécharger la méthode Métropole M2 qui est téléchargeable gratuitement et elle peut être utilisée par tout le monde. Et nous nous approchons de la fin de ce webinaire. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube d'INRS. Ceux qui sont intéressés par cette présentation elle-même, elle sera disponible sur le site INRS en cherchant dans le moteur de recherche webinaire. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite un bon après-midi.